Les résultats 2024 de Worldline viennent de sortir, ils sont assez bons, on va essayer de les décortiquer ensemble et voir si elles constituent toujours une opportunité d'investissement aujourd'hui. Worldline, on a déjà pu parler de cette société auparavant, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous conseille d'aller les voir avant de regarder celle-là. Donc on a déjà regardé quantitativement cette entreprise, on a vu que c'était une entreprise qui avait eu une certaine croissance qui était d'ailleurs assez bonne sur les dernières années, et donc depuis 2021 on est sur une belle pente descendante et aujourd'hui on cote à peu près à 11,49€ par action. Maintenant qu'on sait ça, on va aller regarder un tout petit peu donc les points importants de l'entreprise, c'est-à-dire sa capitalisation boursière, donc on est sur 3 milliards. On va aller regarder en moyenne combien est-ce qu'on rapporte en termes de chiffre d'affaires. On voit qu'en 2023, on a rapporté un chiffre d'affaires plus important que 2022. Par contre, on a un revenu avant impôt qui a été négatif, c'est-à-dire qu'on a un revenu net à moins 817 millions à cause du revenu hors exploitation, donc sûrement de la dépréciation exceptionnelle. On va aller regarder maintenant dans le cash flow, est-ce qu'on voit une petite différence? On voit qu'effectivement le cash lié aux activités d'exploitation, cette fois, il est beaucoup plus mauvais que les autres, c'est-à-dire qu'on voit que le fonds provenant des opérations, en prenant en compte une dépréciation et amortissement qui est quand même extrêmement élevé, on a à peu près 500 millions, ce qui donc va nous gâcher donc notre coût des marchandises, c'est-à-dire qu'il va baisser notre marge brute, mais pourtant au final dans le cash lié aux activités d'exploitation on va récupérer cette somme-là. Ce qu'on a perdu dans le revenu hors exploitation, on va aller le récupérer ici, à part évidemment les charges d'intérêt sur la dette. Ensuite on a un fonds de roulement qui est négatif cette année, c'est pas très important. Combien est-ce qu'on investit en moyenne? On investit 330 millions dans les dépenses d'immobilisation, ce qui nous fait à peu près un tiers notre cash lié aux activités d'exploitation. Et ensuite on regarde qu'est-ce qu'on fait avec le reste de l'argent. Donc on voit qu'on va aller rembourser de la dette, on ne verse pas de dividendes et on continue d'émettre des actions. Donc ça c'est pas bon pour nous, une entreprise qui continue d'émettre des actions, nous ça nous intéresse pas. On a qu'un total d'avoir à 9,5 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est valorisée à un tiers de ses avoirs. On va aller regarder qu'est-ce qu'on trouve dans ces actifs. Donc déjà on a 2 milliards en liquidité. C'est-à-dire que pratiquement les 3/4 de la capitalisation boursière, on les a en liquidité. Ensuite, on a peu d'inventaire, on a quand même beaucoup de total de créances, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui nous doivent de l'argent. Ensuite, on va aller regarder un tout petit peu dans les actifs immobilisés, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des investissements dans des filiales pour 700 millions d'euros, on retrouve immeubles et usines, donc à peu près à 500 millions. Donc si on regarde investissement à long terme, c'est quelque chose d'assez liquide, c'est-à-dire que si aujourd'hui on a envie de liquider ces positions, on peut aller récupérer 700 millions de liquidité assez rapidement. Ensuite on a quand même 11 milliards d'immobilisation corporelle. Alors maintenant à voir, je pense que là par exemple on le voit dans le compte de résultats, ce qui s'est passé c'est que dans le revenu hors exploitation à ce niveau-là, on a fait produits et charges exceptionnels, on a fait une dépréciation exceptionnelle de notre immobilisation incorporelle, ce qui donc a fait baisser notre compte de résultats, baisser nos charges et donc nos taxes à aller payer, et finalement à augmenter donc notre cash flow. Maintenant on va regarder un petit peu les statistiques, on voit que le nombre d'actions il augmente. Moi ce que j'aimerais savoir c'est donc le rendement des capitaux propres, on est à moins 9,10, et étant donné qu'on calcule ça évidemment sur notre revenu net et qu'effectivement notre revenu net était négatif, on va quand même essayer de regarder par rapport, donc on voit que le rendement des capitaux propres a toujours été extrêmement faible, même si on le regarde par rapport au cash flow, c'est-à-dire avec un free cash flow de, on va regarder à l'année 465 millions pour des avoirs pour à peu près 10 milliards, on arrive effectivement à peu près 4% de rendement sur les capitaux propres. C'est extrêmement faible. Pourquoi? Parce qu'on a sûrement fait des acquisitions qui nous ont coûté extrêmement cher. Maintenant on va aller regarder un petit peu donc le chiffre d'affaires du T1 2024. Chiffre d'affaires consolidé du T1, c'est-à-dire de tout ce qu'on possède réellement en consolidé, 1 milliard d'euros en chiffre d'affaires, 2,5% en organique et 3,9% dans les services aux commerçants. Ensuite, on avait l'initiative donc qui était le lancement de l'entreprise commune avec le Crédit Agricole et Worldline, sachant que le Crédit Agricole c'est la plus grande banque de détail en France, donc évidemment elle va pouvoir aider énormément les TPE et les PME grâce à Worldline, grâce à son investissement dans Ingenico, où elle va pouvoir aller délivrer des solutions de paiement pour à peu près toutes ces boîtes là. Ensuite on a l'évolution de la gouvernance, on a une nouvelle personne qui est président du conseil d'administration, et ensuite ça nous intéresse pas énormément. Les objectifs 2024, on a à peu près 3% de croissance organique du chiffre d'affaires, au moins 1,17 d'EBIT, donc on va aller regarder un petit peu combien est-ce qu'on a en moyenne en EBIT, on est à peu près sur 1,07 pour les EBITDA, et là on serait sur 1,17 et à peu près sur 230 millions de flux de trésorerie disponibles, c'est-à-dire que potentiellement on serait à bien moins que ce qu'on arrive à faire d'habitude sur notre cash lié aux activités d'exploitation. On le voit à ce niveau-là, on arrive à peu près à sortir du 1 milliard en tout cas sur les dernières années, on investissait en moyenne 20 à 30% de cette somme, et donc aujourd'hui,
potentiellement, étant donné qu'on lance une nouvelle entreprise avec le Crédit Agricole, peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'investissements, etc. Peut-être qu'on aura un CAPEX un petit peu plus important. On nous dit que Worldline est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de l'année 2024, après avoir affiché une croissance organique de 2,5% au premier trimestre, soutenue par nos activités de service aux commerçants. Donc ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc on va aller regarder ça ici. Donc là, on a à périmètre et taux de change constant, 785 millions pour les services aux commerçants et 225 pour les services web. Après, on a les mobilités et services web transactionnels, où là, ça augmente pas énormément. On regarde un petit peu en organique, on voit qu'effectivement, voilà, c'est-à-dire sans prendre en compte tout ce qui va être effet de change et périmètre, on est à peu près sur 2,5% de croissance organique. Comment est-ce que cette croissance est faite? On a de l'acquisition, acceptance de paiement, bonne performance portée par des volumes transactionnels en ligne des secteurs de voyage et des jeux qui ont bénéficié de la bonne montée en puissance des contrats signés l'année dernière. Maintenant, ce qu'il faut aller savoir, c'est est-ce que cette entreprise-là, elle a beaucoup de clients ou pas? Si elle en a pas beaucoup, il faut aller regarder un petit peu quel pourcentage ils sont, à qui est-ce qu'on va aller offrir des services de paiement. Si c'est à des TPE et des PME, c'est génial, parce qu'on a énormément de clients, on a une plage très importante, et donc notre pourcentage de clients sera moins important dans notre chiffre d'affaires. Du côté de la distribution, Worldline a renforcé sa présence dans le secteur de la restauration rapide avec Tabesto, le spécialiste de la prise de commande et de paiement. Donc ce partenariat sera mis en place dans 36 pays et permettra de promouvoir la technologie SoftPOS Worldline Tap on Mobile. On va aller regarder un petit peu de quoi ça parle. Transformer votre téléphone en terminal de paiement. Donc on voit à peu près accepter tout ça sans matériel. On va aller regarder un petit peu la vidéo. Voilà, et donc là on voit effectivement que sans terminal de paiement directement, la personne va pouvoir payer avec son téléphone, même sans contact ou simplement en tapant son code PIN. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça peut être quelque chose qui va aller couper le marché, donc c'est-à-dire le scinder en deux, avec évidemment ils ont acheté Ingenico, donc Ingenico qui est une multinationale spécialisée dans les prestations de paiement, et donc qui est réellement dans l'implantation de terminaux de paiement. Aujourd'hui, grâce à l'acquisition d'Ingenico, ils vont pouvoir aller faire, voilà, Ingenico SoftPOS, avec donc le terminal de paiement directement sur le mobile, ce qui leur permet de ne pas avoir à payer un terminal, etc. Donc le commerçant, pour lui, c'est beaucoup plus intéressant, et donc il se dit, autant garder mon téléphone que avoir à payer un terminal de paiement, payer des frais 6 juin, autant directement payer les frais uniquement sur le téléphone. Donc là on regarde un petit peu près sur tous les chiffres d'affaires, donc sur le service financier, on voit qu'effectivement c'est là où on avait eu pas mal de problèmes, où il y avait eu des pannes, etc. Donc on voit que malgré un bon niveau d'activité sur l'émission et l'acquisition, la performance par division était la suivante. Activité de traitement par les transactions par carte, bonne performance grâce au projet, en particulier avec ING, et à l'amélioration des volumes au Belgique et en Pays-Bas. Si vous nous dites que tout va bien, pourquoi est-ce que la croissance, elle n'est pas là? Paiement non carte, l'activité a été impactée par la baisse des volumes en Allemagne et en Italie, qui n'a pas été compensée par l'activité des projets EPC. Ensuite, on a la dernière mobilité sur le chiffre d'affaires. Nous, ce qui va nous importer réellement, ça va être le réel objectif 2024. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un retour de croissance? Parce que cette entreprise était valorisée à des niveaux extrêmement élevés, comme on va pouvoir le retrouver par exemple sur Adyen, qui propose aussi des services de paiement de ce type-là. Et pourtant, eux, ils ont une croissance qui est beaucoup plus importante. Ils font de la réduction de coûts, ils font de la réduction de personnel, etc. Ce qui leur permet d'améliorer leur guidance et de continuer à être valorisés extrêmement fort. Aujourd'hui, eux, avec une croissance de seulement 3%, avec ici on le voit 230 millions de coûts de trésorerie, incluant environ 100 ou 150 ou 170 millions d'euros de coûts exceptionnels liés à la mise en œuvre du Power 2024, c'est-à-dire le plan que je vous expliquais au départ. Donc évidemment, à cause de ces coûts là qu'il faut prendre en compte, sachant qu'on va devoir prendre en compte aussi évidemment donc le CAPEX qui va tourner à peu près autour des 300 millions comme on l'a vu, 300-350 millions, auquel on rajoute 150 millions, donc on est à peu près sur 500 millions de CAPEX. Si on rajoute les 230 millions de flux de trésorerie en plus, on arrive à peu près sur 730 millions de cash liés aux activités d'exploitation, c'est-à-dire à peu près le même niveau que 2023. Ce que je trouve quand même assez dommage, si on continue d'augmenter notre chiffre d'affaires, même si c'est assez faible, il faut quand même arriver à maintenir nos marges ou les améliorer. Ici on voit que c'est pas le cas, on voit même que les marges vont baisser. D'ailleurs
on nous en parle pas, on nous parle pas réellement de nos marges, on nous parle pas du tout des performances qu'on peut avoir, du ROIC, du ROCE, etc. On n'a vraiment pas du tout d'informations. Et donc on voit à peu près le proforma, c'est-à-dire avec les nouveaux systèmes qu'on va mettre en place, combien est-ce que notre CA va pouvoir augmenter. Donc comme on a pu le voir, Worldline, on va aller regarder un petit peu l'augmentation des bénéfices d'après les analystes, on pourrait arriver sur 2,97, ce qui nous donnerait évidemment un rendement de plus de 30% sur cette entreprise, sauf qu'il y a quand même une belle dépense en capital, qui représente à peu près, on a vu 30% des chiffres, on n'a pas de retour aux actionnaires, pas de dividendes, pas de rachat d'actions, on est sur une entreprise qui garde sa liquidité, hein. On l'a vu, on a 2 milliards en liquidité, alors est-ce que le but c'est effectivement d'aller faire des acquisitions? On a vu quand même que de ce genre de business, les acquisitions se surpayent extrêmement cher, on a vu qu'on avait 11 milliards en incorporel. Alors après, à quoi ça sert d'avoir un très gros bilan si effectivement ensuite on a des retours comme les retours sur les capitaux employés ou simplement les retours, donc comme le ROE, les retours sur l'equity, qui vont être extrêmement faible. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup trop d'immobilisation corporelle. Si cette entreprise arrive donc à baisser, à faire énormément de dépréciation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle arrive à maintenir son compte de résultat négatif pour avoir beaucoup plus de flux de trésorerie disponible, et qu'ensuite elle arrive à trouver de bonnes opportunités sur son marché, là il y a eu un changement de gouvernance, etc. Peut-être que Worldline va devenir une bonne opportunité. En tout cas, aujourd'hui, je la mets dans ma watchlist. Je vais essayer de comprendre et de continuer à regarder un petit peu quel est l'objectif du Power 2024. Est-ce que le Crédit Agricole ou pas est une bonne idée de partenariat? Moi je vous laisse sur ça, je vous laisse méditer. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.